Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis absolument ravie d'être et de participer à ce festival des écrits de femmes pour vous parler donc de Valentine de Saint-Point. Valentine de Saint-Point qui fait partie de ces oubliés de l'histoire littéraire française dont on parle depuis ce matin. Elle est aujourd'hui encore très largement méconnue et pourtant c'est vraiment une figure hors du commun du début du XXe siècle, qui a été très active et tout à fait reconnue dans l'avant-garde artistique des 2 premières décennies du siècle. Alors, hors du commun, elle l'est à la fois par sa personnalité, par sa vie, qui ressemble à un roman, et par la diversité de son œuvre. S'il est intéressant de s'intéresser à elle et à ce qu'elle désignait elle-même par l'expression de théâtre de la femme, au-delà de la reconstruction nécessaire du matrimoine, c'est aussi parce qu'elle incarne de façon particulièrement exemplaire, quasiment exacerbée en fait, certaines des contradictions d'une partie de l'avant-garde artistique du 1er XXe siècle. Elle est résolument novatrice dans un bon nombre de ses formulations, dans un certain nombre de ses modes d'intervention, les manifestes, les performances, mais en même temps, certains de ces présupposés, bon nombre de ces présupposés sont traditionnels, voire même réactionnaires. Et donc ce sont ces tensions dans le positionnement de Valentine de Saint-Point au sein de la modernité artistique du 1er XXe siècle que je voudrais mettre en relief en m'appuyant d'une part sur son manifeste, le théâtre de la femme, et d'autre part sur l'unique pièce de théâtre qui illustre cette théorie du théâtre de la femme qu'elle construit et qui s'appelle Le Déchu. Mais avant d'en venir là, quelques mots pour situer cette figure dont je vous ai dit que la vie pourrait être un roman. Alors, Valentine de Saint-Point, que l'on confond souvent avec Valentine de Cessia qui était la nièce de Lamartine, elle est en fait, Valentine de Saint-Point est en fait l'arrière-petite-nièce de Lamartine. Alors là, juste l'arbre généalogique pour référence, juste pour vous dire donc qu'elle a un lien avec Lamartine, qu'elle voue d'ailleurs une véritable admiration à Lamartine. Elle est née, Valentine, de Gland de Cessia-Vercel, elle est née en 1875, c'est une aristocrate, même si c'est une aristocrate d'une famille désargentée, mais elle ne tarde pas à transgresser les conventions de son monde. D'abord, parce que, alors qu'elle a tout juste 18 ans, elle épouse un professeur de lycée d'une quinzaine d'années, son aîné. Et puis, 7 ans, donc ça c'est la première transgression, et puis ensuite, 7 ans plus tard, à la mort de celui-ci, elle se remarie avec un ancien collègue de son mari, qui est devenu député, qui va faire d'ailleurs une belle carrière politique, et qui avait été son amant avant le remariage. 4 ans après le remariage, elle accepte le divorce assez tort à elle, sa faute ayant été la faute qu'elle reconnaît, ayant été d'avoir posé nue pour le peintre Mouchat et pour le sculpteur Rodin, avec lequel elle entretiendra une longue correspondance. Bon, là, nous sommes en 1904, et en 1904, c'est déjà pas mal romanesque, c'est pas fini. Nous sommes en 1904, donc elle est divorcée, et elle vit en union libre. Elle a décidé que le mariage, c'était pas pour elle. Elle vit en union libre, qu'elle ne se remarierait plus, avec donc Ricciotto Canudo, poète, critique d'art italien, installé en France depuis 1901, qui sera le fondateur de la revue Montjoie en 1913. Et à partir de ce moment-là, donc à partir de 1904-1905, elle décide de se consacrer à l'art et à la littérature. Et elle se lance dans la carrière artistique sous le pseudonyme de Valentine de Saint-Point. Saint-Point, c'est le château que dans un petit village bourguignon du nom de Saint-Point qu'avait acheté Lamartine vers 1820. Bon, une très mauvaise reproduction de ce château à l'époque où Lamartine donc, l'avait acquis. Donc elle inscrit la référence à son illustre aïeul auquel elle vouait donc cette admiration dont je parlais. Son premier recueil de vers, il est publié dès 1905 et 4 ans après, 1908, lui ont suffi pour conquérir une place dans les milieux littéraires, à la fois comme poétesse, comme romancière et comme critique, puisqu'elle collabore à des revues aussi importantes que le Mercure de France ou la Nouvelle Revue. En 1913, et donc là on est moins de 10 ans
après ses premières publications, sa bibliographie est déjà imposante, aussi bien dans le domaine de la poésie que du roman, donc, du théâtre et des écrits théoriques. Donc, c'est en 1909 qu'elle projette de créer ce qu'elle appelle un théâtre de la femme. À ce moment-là, elle annonce une trilogie, mais de cette trilogie, seul le premier drame, Le Déchu, est joué, publié en mai 1909. Alors, le spectacle est malmené par la critique et c'est probablement la cause de l'abandon du projet de trilogie. Parallèlement à cette unique pièce de théâtre, le projet de théâtre de la femme inclut également une conférence qu'elle donne en 1912 et qu'elle intitule précisément Le théâtre de la femme et qui sera publiée en 1913 dans la revue Tendance Nouvelle. Donc c'est sur ces deux textes que je vais revenir, mais d'abord pour compléter le panorama des activités de Valentine de Saint-Point, il faut ajouter que dès 1910, elle développe la pratique picturale à laquelle elle avait été initiée par Mouchat, qu'elle expose de façon régulière entre 1911 et 1914 au Salon des Indépendants, et qu'à partir de 1913, elle développe, sous le nom de métachorie, toute une réflexion sur la danse, multipliant à la fois les conférences et les performances dansées. Alors là, je vous projette quelques figures de la métachorie, qu'elle présente donc aussi bien à Paris entre 1913 et 1917, elle les présente jusqu'à New York. Dans les années 10, elle organise aussi dans son atelier de la rue de Tourville des soirées qui sont très courues et où elle accueille de très nombreux artistes qui incluent Apollinaire, Cocteau, Boccioni et Marinetti. Et c'est à cette époque-là, entre 1911 et 1913 à peu près, qu'elle se rapproche du mouvement futuriste italien. Donc, à cette époque, Valentine de Saint-Point est l'une des figures marquantes du tout Paris. Elle est belle, elle est anticonformiste, elle tient salon, elle se plaît à scandaliser les bien-pensants dans les soirées parisiennes. On lui prête de très nombreux amants et on juge ses romans sulfureux et choquants. La guerre de 1914 vient complètement déstructurer le champ artistique parisien. Dès 1913, Valentine de Saint-Point s'était en fait éloignée des futuristes italiens qu'elle jugeait trop bellicistes. Elle voit ses amis artistes qui partent au front. Elle-même entame à ce moment-là une série de voyages, d'abord aux États-Unis, en Espagne ensuite, au Maroc où elle se convertit à l'islam dans des circonstances qui demeurent assez mystérieuses. Et puis en Égypte, où elle s'installe, je vais très vite, mais c'est juste pour vous donner les grandes lignes, où elle s'installe définitivement à partir de 1924 et s'engage très activement dans la lutte pour le nationalisme égyptien et syrien contre les colonialismes britanniques et français. C'est l'époque où elle fonde la revue Le Phénix, dont le sous-titre est « Revue de la Renaissance orientale ». Donc vous imaginez que ces activités politiques lui valent des inimitiés, non seulement du côté français, mais même du côté égyptien. Elle est en fait contrainte de cesser toute activité politique à partir de 1934 à peu près, et elle meurt dans la misère au Caire en 1953. Je ne crois pas que j'exagérais en vous disant que sa vie était hors du commun. Son œuvre l'est aussi par sa diversité. Poésie, roman, théâtre, manifeste, écrit critique, peinture, danse, chorégraphie. Or, cette œuvre très protéiforme est aujourd'hui très difficile d'accès, car elle ne fait pas exception à une sorte de règle qu'on a vue depuis ce matin, elle est très peu rééditée. Alors, certes, elle est accessible dans les bibliothèques spécialisées, même sur Gallica aussi, de façon numérique. Certes, également, en 2005, les éditions Mille et une nuits ont publié un petit fascicule, un petit volume qui contiennent ces textes manifestaires, donc qui inclut le manifeste de la femme. Mais à ce jour, ni ses romans, ni sa poésie, ni son théâtre ne sont réédités. Et pourtant, de son vivant, Valentine de Saint-Point était loin d'être une figure mineure de la scène artistique. Deux études savantes
lui sont consacrées à l'époque même de sa célébrité parisienne. L'une qui paraît en 1912, l'autre qui paraît en 1923, et qui soulignent toutes les deux à la fois son audace et le caractère atypique et inclassable de son travail. Les articles que la critique de l'époque lui consacre dans les revues sont extrêmement nombreux, hein, à la fois du côté des éloges, surtout du côté des revues d'avant-garde, et aussi du côté des articles qui crient au scandale et à l'immoralité. Donc il y a une reconnaissance critique certaine. Et pourtant, malgré cette reconnaissance critique, comme beaucoup d'autres femmes artistes, mais peut-être plus encore qu'un certain nombre d'autres femmes artistes, Valentine de Saint-Point est tombée dans un oubli profond d'où elle ne sort que timidement et depuis peu de temps. Alors, ce qui a probablement contribué à l'enfoncer et à la maintenir dans l'oubli, c'est la nature de sa pensée, prise dans un certain nombre de contradictions que j'évoquais en introduction, qui font que la figure est en fait assez difficilement récupérable, si je peux dire, en égérie des canons de réhabilitation féministe. Ces contradictions imprègnent toute son œuvre, et en particulier son théâtre de la femme. Alors, ce théâtre de la femme, avec un F majuscule, et je reviendrai sur ce F majuscule, c'est le nom que Valentine de Saint-Point donne au théâtre renouvelé tel qu'elle l'envisage, et c'est en conséquence donc le titre de la conférence qu'elle prononce en 1912 à Paris. Alors, la teneur de ce manifeste est double. Valentine de Saint-Point propose d'une part une appréciation critique de la place qui est faite aux personnages de femmes au théâtre, tout en envisageant en même temps et d'autre part un renouvellement possible qui donnerait naissance à un théâtre de la femme. Donc, elle ne parle pas de femmes dramaturges, elle ne parle pas de femmes qui écrivent, il n'y a pas un nom d'ailleurs de femme dans ce manifeste, mais elle parle de la représentation de la femme sur la scène de théâtre. Et elle constate, pour le déplorer, c'est par là qu'elle commence d'ailleurs, donc elle constate que celle qu'elle appelle, donc là je vous ai mis un certain nombre d'extraits de ce manifeste, c'est la première citation, donc celle qu'elle appelle la jeune femme d'aujourd'hui, qui est, dit-elle, plus libre, qui affirme sa volonté, qui ne se contente plus d'être une ménagère complaisante et silencieuse, un charmant objet de luxe pour le plaisir de l'homme, tout ça c'est les expressions de Valentine de Saint-Point, eh bien cette jeune femme d'aujourd'hui, malgré cette évolution, la représentation que donnent de cette femme les pièces de théâtre contemporaines ne reflète pas cette évolution. Le théâtre contemporain se plaît, dit Saint-Point, c'est la citation numéro 2, à mettre en scène la femme de chaise longue, d'outrance factice, aux caprices enfantins, poupée jaboteuse, sentimentale ou perverse. Ce sont là encore les termes de Valentine de Saint-Point. Donc, petite sentimentalité, petite femme médiocre, petits adultères, voilà ce que le théâtre de 1912, pour Valentine de Saint-Point, donne à voir. Or, ce n'est pas cette petite femme que le théâtre devrait mettre en scène, mais c'est la femme avec un grand F. Et la majuscule signale donc d'abord qu'il ne s'agit pas de la femme telle qu'elle apparaît au théâtre, qu'il s'agit même pas tellement de la femme telle qu'elle peut être effectivement dans la réalité sociale, mais qu'il s'agit d'une idée avec un grand I majuscule, au sens quasiment platonicien du terme, et elle se réfère à Platon, de la femme. Alors on touche d'ores et déjà une première aporie de la pensée de Valentine de Saint-Point sur la représentation de la femme au théâtre. Quand Valentine de Saint-Point parle de l'évolution de la femme contemporaine vers plus de liberté, vers plus d'affirmation de sa volonté, ce dont elle parle, ce n'est pas d'un mouvement historique qui serait lié à l'acquisition de droits sociaux et politiques, qui serait lié aux revendications féministes. Et de fait, Valentine de Saint-Point condamne le féminisme, condamne les mouvements féministes, qu'elle qualifie, ce sont ses termes à elle, d'erreurs cérébrales et d'erreurs politiques. Fin de citation. Donc Valentine de Saint-Point ne se place pas sur le terrain social et politique, elle se place sur le terrain de comportement, de psychologie, d'expression de l'individu, terrain qu'elle considère comme anhistorique, hors d'une temporalité historique. La femme avec un F majuscule renvoie à une essence intemporelle
Et elle écrit, donc dans Le théâtre de la femme, il est bien certain, c'est ma citation numéro 3, que la psyché de la femme reste, à travers les siècles et les époques, à peu près immuable dans ses grandes lignes. Donc, ce qui importe pour Valentine de Saint-Point, c'est que le théâtre contribue à l'épanouissement de la psyché de la femme, ce qu'elle désigne aussi par le terme d'instincts, qui sont intemporels. Donc, il faudrait, c'est la citation numéro 4, qu'au lieu de donner à voir la petite femme en italique, qu'on a accoutumé de lui montrer, le théâtre accueille la femme en italique avec un grand F majuscule, avec son instinct, ses vertus qualitatives et négatives. Bon, alors, c'est quoi cette femme avec son instinct? Eh bien, dans les termes toujours de Valentine de Saint-Point, c'est la citation numéro 5, cette femme avec son instinct, c'est la femme intégrale, complexe, instinctive, intuitive, insinuante, rusée, volontaire, sensible, courageuse et avant tout maternelle. Donc, ce qui est en jeu dans ce théâtre de la femme, ce qui est en jeu pour Valentine de Saint-Point, eh bien, c'est moins une réalité effective, c'est même moins une hypothétique nature féminine qu'un idéal de femme, qu'un idéal de surfemme. Et la majuscule du F dans le théâtre de la femme dit cette dimension de surfemme à l'allure nietzschéenne. Et quand je parle de surfemme à l'allure nietzschéenne, c'est parce que l'instinct de la femme pour Valentine de Saint-Point, c'est d'abord l'énergie, la force vitale et la violence. Dans le manifeste qu'elle écrit quelques mois avant de prononcer la conférence sur le manifeste de la femme, et qui est le manifeste de la femme futuriste, Valentine de Saint-Point l'affirme haut et fort. C'est la première citation. De par instinct, la femme n'est pas sage, n'est pas pacifiste, n'est pas bonne. Depuis des siècles, on heurte l'instinct de la femme, on ne prise plus son charme et sa tendresse. On ne prise plus que son charme et sa tendresse. Donc le charme et la tendresse féminine sont culturellement valorisés au détriment d'une violence qui est connotée positivement par Valentine de Saint-Point, qui va même jusqu'à enjoindre aux femmes, c'est la fin du manifeste de la femme futuriste, femmes, trop longtemps dévoyées par les morales et les préjugés, retournez à votre instinct, à la violence, à la cruauté. Donc l'instinct de la femme, que Valentine de Saint-Point rapporte explicitement à ce qu'elle désigne comme les forces de la nature, ne diffère pas en cela de l'homme, c'est la force comme élément vital, et on comprend que Valentine de Saint-Point ait pu, dans ces années-là, 1911-1913, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, se rapprocher des futuristes italiens, de Marinetti en particulier, pour valoriser la force brutale. Alors, ce renouvellement de la représentation de la femme au théâtre, que Valentine de Saint-Point théorise dans cette conférence de 1912, elle l'illustrait quelques années plus tôt dans la pièce « Le Déchu », représentée donc pour la première fois le 27 mai 1909 au Théâtre des Arts. C'est une pièce très courte, un seul acte, dans laquelle Marthe, une jeune femme de 29 ans, est la garde-malade de Serge. Serge qu'elle a aimé, Serge qui l'a aimé, mais Serge qui est devenu paralytique, déchu, c'est le titre de la pièce, et qui ne s'exprime plus que pour l'appeler et pour exprimer ses besoins primaires. Donc les seules répliques de Serge dans la pièce, c'est « Marthe, boire, froid ». Alors, Marthe se rend compte que sa vision du Serge actuel efface progressivement celle du Serge qu'elle a aimé et celle de la femme qu'il a aimée d'elle-même autrefois. Alors, Marthe est loin d'être insensible, elle souffre de voir Serge dans l'état dans lequel il est, elle souffre aussi d'être confinée au rôle de servante tyrannisée par les exigences de Serge, mais elle a le sens du devoir, elle a le sens du sacrifice, et c'est pour cela qu'elle accepte de servir celui qui, dit-elle, ne vit plus que pour manger, boire, se plaindre et exiger. Mais en fait, ce dont elle souffre le plus, ce contre quoi elle lutte tout au long de la pièce, c'est de sentir ses souvenirs s'effacer. C'est de sentir que le Serge présent est progressivement en train de tuer le souvenir du Serge passé, du couple qu'il formait, c'est-à-dire le souvenir de celle qu'elle était.
Et donc après des hésitations qui constituent la matière même de la pièce, c'est pour conserver quelque chose de ce souvenir qu'elle finit par abandonner le malade. Et la pièce associe cette décision finale à la victoire de la force, à la victoire de la volonté, à la victoire de la vie, tout cela connoté très positivement, sur la faiblesse, la résignation, l'atavisme et la mort. C'est la force vitale, ce que Valentine de Saint-Point appelle l'instinct de la femme dans le théâtre de la femme. C'est cette force vitale que Marthe fait triompher et qu'elle revendique explicitement dans Le Déchu. Il faut, dit-elle, c'est la première citation, il faut s'arracher à la norme atavique qui vous oblige à soigner le malade en supportant tout, à faire vivre le mourant aux dépens de l'être sain, à sacrifier la jeunesse et ses possibilités à ceux qui meurent. Fou, celui qui arracherait les bourgeons pour fortifier les feuilles mortes. Donc, il s'agit pour Valentine de Saint-Point par l'intermédiaire de Marthe, il s'agit ici de faire triompher l'être saint, la jeunesse et la vie qui sont associées à l'image du bourgeon, sur celui que Marthe désigne dans le fil de la pièce par les termes de déchu, de guenille, d'amas de chair molle, ce sont ces termes, et qui est associé ici dans la citation aux feuilles mortes. Et c'est de ce triomphe que dépend la possibilité de survie par le souvenir de ce que Marthe appelle l'être intégral de Serge et qu'elle oppose à l'être déchu. Cet être intégral, ce Serge d'avant la déchéance, il était fort, il était beau, il était vibrant. Et le couple que formaient Marthe et Serge était lui aussi ardent, beau et puissant. C'est la citation numéro 2. Nous avions joint nos jeunesses, nos beautés, nos ardeurs. Nous avions superbement porté notre triomphe et notre joie. Ivres de nous sentir jeunes, puissants, nous allions légers, orgueilleux, surhumainement heureux. Donc il s'agit pour Marthe de faire survivre par le souvenir son couple surhumainement heureux, ce couple du surhomme et de la surfemme. Et cela implique le refus de la faiblesse. Et donc au moment de partir, ce sont les tout derniers instants de la pièce, Marthe annonce sa résolution, c'est la dernière citation, « Mes mains, mes fortes mains, étoufferont l'atavisme de siècles de résignation pour enserrer le souvenir, toute la beauté et la vie qui restent à étreindre. Mes mains, vous êtes trop chaudes pour les cadavres. » Donc la femme, avec un F majuscule, que donne à voir la pièce Le Déchu, elle est du côté de la force, qui est à la fois la force de la résolution que prend Marthe, qui va de pair avec les fortes mains, qui est synonyme de vie, de chaleur des mains, par opposition à l'association que la pièce construit entre mort et résignation, puisque le malade devient, dans cette citation, cadavre, et que les soins qui sont donnés à un malade sont qualifiés de normes ataviques et d'atavisme de siècles de résignation. Donc, et je conclus, cette pièce, Le Déchu, comme le manifeste le théâtre de la femme, font apparaître les tensions qui structurent la pensée de Valentine de Saint-Point et qui, me semble-t-il, expliquent pourquoi, passée aux oubliettes de l'histoire littéraire et artistique, parce que femme et comme bon nombre de ses consoeurs, elle n'en a été que très timidement et très lentement sortie par les relectures féministes du canon. Certes, la femme que valorise Valentine de Saint-Point ébranle tous les clichés de la femme sentimentale, fatale et fragile. Valentine de Saint-Point revendique également la nécessité pour la femme d'affirmer son désir, de s'affirmer en tant qu'individualité, et tout ça c'est vraiment à mettre au crédit d'une innovation tout à fait radicale. Néanmoins, c'est dans un supposé instinct intemporel, bien plus que dans les luttes sociales, que Valentine de Saint-Point situe l'évolution du statut de la femme et qu'elle ancre un idéal de surfemme qui la conduit à une valorisation de la force, voire même de la brutalité. Donc, à ce féminisme très ambivalent s'ajoute, et ce sera mon dernier mot pour expliquer l'oubli dans lequel elle est longtemps restée, le fait que, bien que proche des avant-gardes futuristes italiennes, son œuvre n'en a toutefois pas le caractère formellement novateur. À l'époque où les futuristes pratiquent les mots en liberté, à l'époque où les futuristes multiplient les audaces formelles, son écriture demeure globalement assez conventionnelle,
au point même que les comptes rendus du Déchu dans le Mercure de France et dans le Gil Blas parleront d'écriture prétentieuse et pédantesque. Et c'est ce qui explique probablement aussi, en tout cas en partie, qu'elle n'ait pas non plus été réhabilitée par les avant-gardes textualistes de la fin du XXe siècle, comme ont pu l'être, dans une certaine mesure, les avant-gardes futuristes italiennes. Je m'arrête là.